Tout d'abord, son étude sur la sorcellerie, dont elle va nous parler aujourd'hui, sur laquelle elle revient avec beaucoup de finesse dans son dernier ouvrage, Des sorcelés, a beaucoup modifié, du moins bouleversé, secoué la discipline, dans le sens où le rapport à ce qu'on appelle le terrain a été considérablement modifié depuis ce travail. Moi je me rappelle, comme étudiant, on nous montrait ça, puis en même temps nous le renlevait vite, parce qu'on avait l'impression que tout allait s'écrouler. Puisqu'en gros, elle nous disait que tout ce que les anthropologues avaient fait jusqu'à maintenant, arriver avec leur sac à dos, leur tente, planter la tente au milieu du village, s'installer avec son carnet, puis noter ce qui se passe, eh bien, ça paraît quand même un peu délicat, puisqu'elle avait fait plus ou moins ce genre d'effort. C'était pas une tente, c'était une chouette maison qui, d'ailleurs, était de la famille de Louis, qu'on a appris par hasard. Donc, c'était pas une tente. Mais ce qui nous a beaucoup frappé à l'époque, en tant qu'étudiant, c'est que vous étiez resté longtemps sans rien voir. Et pourtant, elle parlait la langue, c'était une culture plus ou moins familière, la France, et on lui disait, mais la sorcellerie, c'était dans le passé, c'est au village plus loin, etc. Mais il n'y avait rien à voir. Circulez, madame, il n'y a rien à voir. Et puis tout d'un coup, il s'est passé quelque chose sur lequel peut-être vous allez revenir, et elle a tout vu. Donc il y a eu quelque chose qui s'est produit parce qu'on lui a attribué une place dans un système, et que pour qu'on nous attribue une place active dans un système social, il faut rester longtemps, il faut rentrer dans le jeu d'une manière que l'observation participante classique, que Jeanne compare à manger une glace brûlante, observation participante, est quasiment impossible. Il faut être affecté, c'est le titre des journées ici, il faut être affecté pour comprendre un tout petit peu ce qui se passe autour de soi. L'autre chose, on en a parlé un peu cet après-midi, c'est que l'anthropologue, il va discuter avec les gens, il va leur poser des questions, et les anthropologues sont très intéressés par les faits très exotique. Si un anthropologue rentre chez lui puis il dit les gens se lèvent le matin, vont pêcher, se lavent les dents, etc., il revient et dit mais pourquoi tu as été passé autant de temps dans une situation extrêmement inconfortable? Non, il va être très intéressé par les rituels, par les choses qui paraissent incroyables. Comment peuvent-ils faire ça? C'est fou, etc. Et du coup, il va essayer d'expliquer, il va demander aux gens, et les gens vont lui répondre, ils sont sympathiques. Mais qu'est-ce que vaut la parole des gens qui essayent de rendre compte d'une question à laquelle ils ne sont peut-être jamais posés? Un autre neuchâtelois célèbre, Jean Piaget, a un peu fait ça avec les enfants, en leur posant des questions du genre mais pourquoi le soleil se lève? Et les enfants, il lui sortait une réponse que Piaget a qualifiée d'animiste, et il a dit voilà, les enfants sont animistes jusqu'à tel âge. Mais oui, mais il s'était jamais posé cette question, il était déjà bien sympa d'y répondre. En plus, les traités d'animiste, c'est quand même pas très charitable. Bon, Piaget par la suite est beaucoup revenu là-dessus, mais bon, voilà, c'est du coup un rapport à la parole qui est très qui est à rediscuter, et que Jeanne, je crois, nous aide beaucoup à rediscuter. La dernière chose, après je me tais, c'est une redéfinition un grand partage cette fois-ci au sein de l'anthropologie. C'est un grand partage entre d'un côté les anthropologues sociaux et de l'autre côté les anthropologues culturels. Vous savez, les anthropologues culturels, ils s'intéressent aux mythes, ils s'intéressent aux légendes, ils s'intéressent aux rituels, aux systèmes de pensée. Et puis les anthropologues sociaux, ils arrivent, ils regardent les systèmes de parenté, le type de relation qu'il y a entre le frère, la sœur, du cousin, du père, avec qui peut se marier, etc. Quel type de système social, à quel type de système on a affaire. Et il y en a qui font les deux, mais souvent il y a une sorte de séparation. Et ce que nous montre très bien, et je pense qu'aujourd'hui elle va y revenir aussi, c'est qu'il faut passer par une compréhension du système social, d'un système d'interaction, d'un système de place, pour comprendre aussi comment certains types de pensées locales se mettent à exister et peuvent prendre dans un terreau social. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on est vraiment très heureux d'avoir Jeanne. Jean Babin et sa femme, qui sont peut-être, certains d'entre vous les connaissent, c'est pas des neuchâtelois, c'est les héros malheureux du livre de Jeanne Sada, la mort, les sorts. Les ensorcelés qu'elle a suivis l'avaient bien vu quand ils vous ont rencontré, et le mari se demandait ceci, c'est une magicienne? Eh bien je crois que oui, et on est très content d'avoir la force aujourd'hui avec nous pour cette conférence. Merci beaucoup. Bon, je vous remercie beaucoup tous. Je vais rester au moins un moment debout parce que sans ça, j'ai l'impression que vous êtes sur ma tête et c'est difficile pour moi. Déjà, je suis petite à l'état naturel. Bon, je voudrais d'abord remercier beaucoup Fabrice Clément et Laurence Kaufmann d'avoir organisé ce workshop dont je n'ai vu qu'un tiers et qui est absolument passionnant.
ce à quoi je ne m'attendais pas vraiment. Enfin, je pensais que ce serait intéressant, mais pas que tout serait passionnant. Donc, je suis vraiment très heureuse d'être là parmi vous et évidemment fière comme un pou que ça soit fait autour de mon nom. Ça m'arrive pas souvent que ce genre de situation-là, donc je suis très contente. Et je vous remercie très sincèrement tous ceux qui étaient là cet après-midi, ceux qui sont venus ce soir. Bon, je vais essayer de vous montrer comment un fait dit ethnographique, concerné d'autres gens, loin de nous, qui pensent des choses auxquelles nous n'adhérons pas, comment ils sont au même moment en train de parler en même temps de quelque chose qui nous concerne au plus haut point. Et c'est pourquoi certains de mes lecteurs, qui venaient pas du tout de pays à sorcellerie, qui étaient donc, plusieurs étaient des chercheurs ou des universitaires, me demandaient que je les désorcelle. Voilà, j'essaye seulement de vous montrer je sais pas, une institution sociale ce que j'appelle, moi je l'appelle le désorcellement, parce que ce qui est la raison d'être du système, c'est ça, c'est qu'il y aura quelqu'un qu'on appellera le désorceleur qui arrêtera les malheurs répétés. Bon. Alors, d'après les paysans du bocage, il existe parmi nous les gens honnêtes, vertueux, civilisés, il existe parmi nous des êtres humains, vous m'entendez là ? Des êtres humains en apparence tout aussi ordinaires, mais foncièrement dissemblables. Ils sont de simples paysans comme nous, ils vivent dans notre voisinage depuis toujours, nous les connaissons bien, mais ils sont secrètement obsédés par l'envie dévorante de s'approprier nos forces, nos biens, nos vies. Ils ont trouvé le moyen, on ne sait pas comment, d'obtenir une force anormale, surnaturelle, qui leur permet de jeter des sorts sur les bêtes, les gens et les biens de notre domaine. C'est pourquoi nous sommes menacés d'entrer dans un cycle de malheur de plus en plus dramatique et dont le terme sera peut-être la ruine ou la mort. En effet, nous, les gens civilisés, vertueux, honnêtes, nous n'avons pour nous défendre qu'une force ordinaire, celle de tout un chacun, qui permet à notre famille de vivre en bonne santé, de se reproduire, d'exploiter son bien. Malheureusement, c'est une force limitée, tristement insuffisante, quand elle est confrontée à la force illimitée des sorciers. Quand un ethnologue enquête sur les représentations et les pratiques magiques, il présuppose que ses interlocuteurs, les indigènes, comme on disait à l'époque coloniale dans l'anthropologie, que ces interlocuteurs croient dur comme fer à ce genre de choses, que leur conviction est stable, qu'il existe une ligne de séparation, séparant nettement la population générale en deux lots, les croyants et les incroyants, l'ethnologue étant évidemment parmi les incroyants. Mon travail montre que cette ligne n'existe pas, ou bien qu'elle est intérieure à chacun d'entre nous, ethnologue ou indigène, et que de toute façon, elle ne cesse jamais de se redessiner, y compris dans le fort intérieur de l'ethnologue. Au total, à la fin d'une enquête, la seule différence qui subsiste entre le chercheur et ses enquêtés tient à l'autorité de la tradition sorcellaire locale pour les gens du bocage, laquelle, si on prend le temps toutefois, comme je l'ai fait d'ailleurs, d'en étudier l'histoire et les modalités actuelles, se révèle éminemment plastique et sujette à réinvention. Dans Des sorcelés, un chapitre porte sur la sorcellerie au XIXe siècle et au XXe, c'est-à-dire à un siècle d'intervalle, tout ce qui a bougé dans le même système de pensée. Quand je suis arrivée dans le bocage, j'ai commencé, comme on nous dit de faire en anthropologie, j'ai commencé par faire le tour des notables, parmi lesquels, bien sûr, les prêtres catholiques. Tous condamnaient avec fermeté les croyances nécessairement fausses des paysans, sans s'aviser qu'eux-mêmes, les prêtres et leurs fidèles, tenaient pour vrai
le scénario absolument extravagant du salut chrétien. Les notables indifférents à la religion le tenaient pour au moins estimable en raison des services qu'il aurait rendus à la civilisation occidentale. Or, ce scénario nous raconte quoi? Qu'un certain jour, précisément daté, l'Éternel Tout-Puissant, par une méthode qui doit demeurer un mystère, a procréé un fils avec une certaine Vierge qu'on connaît, on sait où elle est, elle-même conçue sans péché. À l'âge de 33 ans, ce fils hybride est mort crucifié sous les yeux des vrais habitants de Jérusalem pour ressusciter 3 jours plus tard, vraiment. Il est alors monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, car là-haut, on connaît aussi nos repères terrestres, il y a une droite et une gauche, et Dieu est organisé dans l'espace. Et il redescendra vivre parmi nous avant la fin des temps. Bon, on pourrait continuer évidemment longtemps, mais pour les religieux du bocage, pour les fidèles, mais aussi pour les autorités universitaires de la région, le scénario du salut chrétien pouvait certes être questionné, mais il ne souffrait aucune comparaison avec les idées indigènes sur la sorcellerie, paysannes sur la sorcellerie. D'après ces autorités, être catholique n'empêche pas d'être moderne, tandis qu'il faut être arriéré pour croire au sort. Toutefois, les paysans, d'ailleurs catholiques, tous, que je rencontrais jour après jour, étaient exactement aussi modernes que nous, les autres Français, et d'une façon générale, ils étaient très semblables à nous, les autres Français. Ils allaient à l'école publique, ils allaient au lycée, ils savaient manier les relations de causalité, ils regardaient la télévision tous les soirs, et même quand on jouait Ma sorcière bien-aimée, ils se marraient comme tout le monde. Bref, ils étaient des Français ordinaires qui participaient sans le savoir, comme chacun de nous, à la culture nationale. Simplement, quand ils étaient pris dans une suite de malheurs incompréhensibles, ils pouvaient s'adresser à un désorceleur pour les tirer d'affaire. C'est ce dispositif particulier du désorcellement que j'ai voulu étudier. Mon premier choix de méthode a consisté à refuser de privilégier les accusations de sorcellerie que les ensorcelés faisaient peser sur leurs supposés sorciers. J'ai préféré partir de ce qui les fondait, de ce qui fondait cette plainte, puisqu'elle précède chronologiquement l'accusation de sorcier, l'accusation d'un tel pour être son sorcier. J'ai préféré partir des malheurs répétés et incompréhensibles dont ils se plaignent. À mesure que mes interlocuteurs ont réalisé que je prenais leur plainte au sérieux, au lieu de condamner leurs convictions supposément idiotes et dangereuses, donc dès que j'ai pris leur plainte au sérieux, ils m'ont plus demandé ce que je croyais, si je croyais exactement comme eux au sort. Ça les intéressait plus. Donc, à mesure qu'ils ont vu que je prenais leur plainte au sérieux, ils m'ont révélé leur dispositif de sortie des malheurs, le désorcellement. Je ne m'y attendais pas du tout parce que dans la littérature ethnologique, qu'évidemment j'avais lue, il n'y avait pas un mot sur cet aspect central de la sorcellerie. C'est-à-dire les ethnologues allaient sur le terrain, on leur servait des histoires qu'ils trouvaient ridicules, donc ils rigolaient, puisque c'était ridicule, et ça s'arrêtait là. Et ils savaient éventuellement qu'il existait quelques vieux piquets alcooliques qu'ils appelaient piquets alcooliques qui seraient les désorceleurs, mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Donc voilà une science descriptive qui n'a eu aucune description pendant un siècle, aucune description des pratiques, des principaux, des uniques professionnels de cette affaire-là. Maintenant, représentez-vous une ferme qui se consacre principalement à l'élevage, pas riche, mais pas misérable, exploitée par un fermier qui connaît son métier autant qu'un autre, qui boit pas plus qu'un autre, pas moins. Elle est aux prises depuis plusieurs mois avec des malheurs imprévisibles et qui se répètent sans raison. Les bêtes et les gens deviennent stériles, tombent malades ou meurent, les vaches avortent ou tarissent, les végétaux pourrissent ou sèchent, les bâtiments brûlent ou s'effondrent,
les machines se détraquent, les ventes ratent. Les fermiers ont beau recourir aux spécialistes reconnus, le médecin, le vétérinaire, le garagiste, etc., ils déclarent n'y rien comprendre. Tous ces malheurs sont pensés comme une perte de force pour le chef d'exploitation et de famille. C'est à lui seul que s'adresse l'annonce rituelle de l'état d'ensorcellement. Quelqu'un lui dit un jour, n'y en aurait-il pas par hasard qui te voudrait du mal. Donc on parle au chef de famille et d'exploitation. C'est lui qu'on dit ensorcelé, même si c'est sa femme qui est malade et sa vache qui est tarie. C'est lui seul qu'on dit ensorcelé, même s'il ne souffre personnellement de rien. Les vaches, les betteraves, les enfants, les jardins, les porcheries, etc., ne sont jamais atteints pour eux-mêmes, mais pour leur relation au chef d'exploitation et de famille, parce que ce sont ses cultures, ses bêtes, ses machines, sa famille. Bref, ses possessions. C'est-à-dire, il y a là une représentation de l'exploitation agricole, d'ailleurs confirmée par le droit rural de l'époque, dans lequel il n'y a qu'un seul chef d'exploitation, qui est aussi le chef de famille, toute sa famille travaillant gratuitement sur l'exploitation. Celui qui pose la question fatale, n'y en aurait-il pas un qui te veut du mal, c'est souvent un ami, en tout cas toujours quelqu'un qui est passé par la même crise et qui s'en est sorti avec l'aide d'un des sorceleurs. Au nom de son expérience, il fait donc l'annonce d'un possible ensorcellement, sans doute qu'un sorcier lui rattire sa force. Le sorcier, c'est lui aussi un chef d'exploitation et chef de famille. Il est proche mais non parent de l'ensorcelé. Il est pourvu d'une force anormale, comme on dit, c'est une citation, toujours maléfique, qu'il est censé exercer en pratiquant des rituels précis, ou bien en utilisant les canaux ordinaires de la communication, le regard, la parole, le toucher. La force anormale du sorcier pompe la force normale de sa victime et constitue les deux exploitations en vase communicant, à mesure que l'une se remplit de richesse, de santé et de vie, l'autre se vide jusqu'à la ruine ou à la mort. C'est pourquoi on finit par consulter un magicien professionnel, le désorceleur, lui aussi pourvu d'une force anormale, bénéfique pour son client, maléfique pour les agresseurs de celui-ci. Une fois requis, le désorceleur mobilise sa force à l'occasion d'un rituel spectaculaire qui a pour objectif d'annuler celle du sorcier, tout en permettant à l'ensorcelé de récupérer son potentiel bioéconomique, santé, fécondité des bêtes, fertilité des terres, etc. Enfin, c'est ce qui se passe en principe. Selon les ensorcelés, ce qui y fait, c'est le rituel. Mais quand on assiste aux séances de désorcellement, comme je l'ai fait pendant longtemps, on réalise que la sortie des malheurs en série est un processus très complexe qui s'étale sur plusieurs mois, un peu comme une psychothérapie, sauf que dans ce cas-là, le psychique, le corporel, le verbal, le non-verbal, les gens, les bêtes, les machines, tout ça est pris dans un même mouvement. On pourrait dire qu'il s'agit d'une psychothérapie familiale, puisque les parents et les enfants sont là ensemble, mais ce serait une étrange psychothérapie, comme je l'ai montré dans Des sorcelés, où il est autant question de porc, de betteraves, de tracteurs et de ventes, que des membres de la famille. Et des membres de la famille, on ne parle jamais de leur psychisme. On ne leur fait pas de la psychothérapie comme font les psychothérapeutes. Vous étiez jaloux de votre petit frère, etc. Donc il y a là une institution locale, le désorcellement, qui condense plusieurs éléments. Une conception de l'exploitation familiale agricole promue par l'État, dans lequel le chef de famille est aussi le chef d'exploitation. Une conception proprement locale, mais très commune au monde paysan, parce que des enfants de paysans à travers toute la France y sont reconnus, de l'indissolubilité d'une exploitation, c'est-à-dire les gens, les bêtes, les machines, les végétaux, les bâtiments sont pensés comme un seul corps, celui du chef de famille et d'exploitation. Le registre que nous appelons psychique dans la culture savante depuis la fin du XIXe siècle n'est pas distingué des registres corporels et matériels.
Et enfin, on y trouve une conception de l'ensorcellement comme un conflit mortel entre des humains inégalement dotés de force, et une conception du désorcellement comme mode de sortie de ces crises vitales par l'intermédiaire d'un tiers, lui aussi doté de force anormale. Donc voilà la situation à propos de laquelle je voudrais interroger la notion de croyance, parce qu'on n'arrête pas de dire partout que c'est les croyances des paysans, ce sont des croyances. Je vais interroger ainsi la notion de croyance en analysant, en disant que les bouquins, en réalité, ils disent toujours deux choses en même temps. Ils ont deux genres d'énoncés qui peuvent vous servir à 3 minutes d'intervalle. D'une part, on dit faut être pris pour y croire dans les malheurs répétés, ou encore on dit celui qui n'est pas pris ne peut pas y croire, grâce à quoi j'ai dû y être prise pour et d'autre part, on dit on y croit toujours plus qu'on ne croit. Selon la première catégorie d'énoncés, le fait d'accorder foi aux idées de sorcellerie, c'est la conséquence d'une situation très particulière, être pris dans des malheurs répétés. C'est la conséquence et pas la cause ou le préalable. Selon la seconde, les choses ne sont pas du tout aussi simples. Cette situation particulière, être pris dans des malheurs répétés, et sa conséquence, ajouter foi aux idées sorcellaires, sont inscrites en chacun, depuis toujours, dans l'ordre des possibles. C'est-à-dire que dès sa naissance, dès qu'on assiste aux premières veillées en famille, enfin aux premières soirées en famille, on en entend parler et on sait très bien qu'on y croit toujours plus qu'on ne croit. Entre ces deux genres d'énoncés, il y a du jeu au sens où on le dit en mécanique. L'expression désigne un défaut d'articulation entre deux pièces d'un mécanisme. Cette pièce a du jeu, je dois la revisser. Ou plutôt, je pense que c'est plutôt de ça qu'il s'agit là, mais j'espère un de mes apports à l'anthropologie aura été de souligner l'importance qu'il y ait du jeu dans les institutions, qu'il y ait du jeu dans ce que pensent et ce que font les gens. C'est-à-dire le deuxième sens, c'est un espace laissé libre pour la course d'un objet. Par exemple, quand on donne du jeu à une fenêtre ou à un tiroir. Et je pense qu'il y a du jeu partout dans la vie sociale, mais que les sciences sociales s'imaginent être plus scientifiques quand elles démontrent que ça s'emboîte comme ça, que personne ne peut bouger. Donc les sciences sociales ne font pas droit à cette utilité du jeu entre deux conceptions de la croyance, comme celle que je vous ai dite la première, et tout à l'heure. Faut être pris pour y croire, et on y croit toujours plus qu'on ne croit. Donc les sciences sociales, sous prétexte qu'il faut employer des termes dénués d'ambiguïté, Dieu sait pourquoi, se sont branchés sur le mot croire. Moi-même, quand je suis partie, j'ai dit que j'allais étudier les croyances de sorcellerie. Au bout de 3 mois, j'ai dit ça va pas. Eux-mêmes, ils n'y croient pas comme les ethnologues disent qu'on y croit. Ils y croient pourtant très fort et aussi très peu. Et qu'est-ce que c'est que ce micmac ? C'est là-dessus qu'a porté mon travail. Il se trouve que croire est un verbe d'attitude. On apprend ça en France à la classe de 3e. Qui peut exprimer aussi bien la certitude que la supposition ou ses infinis degrés, c'est-à-dire depuis la quasi-certitude jusqu'au quasi-scepticisme. Je crois que Jean-Pierre passera demain. Ça veut dire qu'on en est sûr, ou ça veut dire qu'on n'en est pas du tout sûr. C'est embêtant d'avoir un mot scientifique qui veut dire ces deux choses. Dire qu'un tel croit en la méchanceté de ses sorciers, ou en la virginité de Marie, ou en l'autorégulation du capitalisme, ou dans ce que vous voudrez, c'est avoir à l'esprit une seule des nombreuses attitudes envers ces objets qu'autorise la sémantique de croire. Donc les ethnologues, qui sont pas non plus des fous, ils ont éliminé tout ce qui n'était pas la certitude, et quand ils disent qu'un indigène sait croit quelque chose, c'est comme s'ils disaient qu'ils le savent, c'est-à-dire qu'il en a la pleine conviction, il en est parfaitement assuré.
L'ennui, c'est qu'en procédant ainsi, ils mutilent la réalité qu'ils sont censés décrire. Dans les faits, il y a du jeu entre les 1000 fluctuations des attitudes paysannes en matière de sorcellerie, et c'est ce jeu qui doit faire l'objet d'une ethnologie de la croyance. Si on décide qu'on étudie la croyance, on dit c'est quelque chose qui n'arrête pas de bouger et qu'on n'arrête pas de bricoler. De toute façon, attribuer un état de conviction stable aux ensorcelés du bocage, c'est une erreur empirique grossière que aucun ethnologue devrait se permettre. C'est-à-dire, sauf en de rares instants, personne là-bas ne croit au sort sur le mode de la certitude. Pour aller voir un des sorceleurs, il ne faut pas penser qu'on y croit. Il faut juste penser que, comme quand on va voir un psychanalyste, on pense que peut-être un des sorceleurs pourrait y faire quelque chose. C'est-à-dire l'accès à la cure exige seulement que les demandeurs évidemment soient pris dans une spirale de malheur incompréhensible, ça c'est la situation de départ, et l'autre exigence c'est seulement qu'ils ne tiennent pas les sorts pour une hypothèse inenvisageable. Mais bien sûr quand ils vont arriver chez des sorceleurs, ils ne vont pas lui dire qu'ils ont des doutes. C'est comme si j'allais chez un psychanalyste en lui disant ta thérapie de merde, tu peux l'essayer mais j'y crois pas. Il me demandera ce que vous êtes venu faire. Ça arrive, hein. Ça m'est arrivé comme psychanalyste que des gens viennent me voir comme ça. Bon, ensuite, tout le travail du désorceleur se déroule sous le signe de la supposition, c'est-à-dire, il demande toujours l'accord des gens pour qui il a supposé quelque chose, hormis de très rares moments d'exception. Et quand je reconduisais les ensorcelés chez eux, après une séance au cours de laquelle ils avaient vécu 2 ou 3 moments de certitude, j'étais à chaque fois stupéfaite par la rapidité avec laquelle ils retombaient sur leurs pieds, c'est-à-dire dans une attitude de simple supposition, avec bien sûr des oscillations perpétuelles. Alors j'ai fini par me dire que le travail du désorceleur consiste à faire passer les consultants de divers degrés de supposition à 1 minute ou 2 de certitude, sans exiger leur conversion à un état stable de certitude. Ce peu de certitude, si laborieusement obtenu et qu'il faut reconquérir à chaque séance, est d'ailleurs absolument nécessaire pour que les consultants opèrent la mutation dans leur façon d'être qui les fera sortir de la répétition. Je dis ça de façon un peu abstraite, mais dans des sorcelés, c'est complètement développé et simplement, j'ai pas les 3 heures qu'il faudrait pour vous le raconter. Envisageons maintenant une situation plus proche de nous, la fascination que suscitent partout les fictions ou les cas rapportés de sorcellerie. Ça a l'air normal pour des gens qui sont pris dans les sorts, comme les paysans boquins, encore qu'on pourrait se demander pourquoi ils rigolent quand ils regardent ma sorcière bien-aimée. Ils pourraient pourrait faire comme le pape quand on se moque de la religion, il pourrait dire mais ça se fait pas. Non, pas du tout. Parce qu'en même temps, ils y croient aussi peu que tout le monde. Donc que des gens qui croient au sort en permanence, qui en ont la conviction ferme, soient fascinés par les récits de sorcellerie ou les cas rapportés de sorcellerie, on le comprendrait. Mais justement, mes livres, par exemple, ont eu un succès fou auprès de gens pour qui la sorcellerie est complètement hors de leur monde culturel. Donc elle est répandue dans des publics non paysans, y compris ceux qui n'ont jamais entendu parler qu'au cinéma de la sorcellerie. Est-ce qu'on va dire que puisqu'ils sont fascinés, c'est qu'ils y croient eux aussi ? Non, en tout cas pas comme les paysans boquins dans les moments où ils ont la conviction absolue que ça marche, que c'est vrai. Comment alors ? On ne peut pas très bien le dire parce que le pacte fictionnel d'écriture, c'est-à-dire le fait qu'ils lisent une fiction dans laquelle on leur dit implicitement « ça n'est qu'une histoire », ou le pacte ethnographique dans lequel l'ethnographe leur dit « ce ne sont que des paysans »,
ça dispense les récepteurs du récit de toute responsabilité par rapport à ce qu'ils lisent. C'est pourquoi ils s'autorisent à pâtir avec les héros malheureux qui se débattent dans un cycle infernal de malheur. Ils ne sont pas tenus d'objecter à l'idée que des sorciers envieux utilisent des pouvoirs supranormaux pour siphonner les forces, les richesses et les vies des ensorcelés. Ça leur paraît absolument normal. Et ils peuvent jouir sans entrave du formidable impact émotionnel d'une telle situation où on voit quelqu'un ou une famille dans une spirale aller vers la mort. Conclusion, se laisser fasciner par une évocation de la sorcellerie n'équivaut certainement pas à y croire, au sens où on aurait la certitude que le récit décrit un état réel du monde, mais ça revient à donner un certain poids à la supposition que peut-être après tout, à y croire en somme sans le savoir, et sur le mode mineur de la supposition. Et si le monde, et s'il y avait des sorciers? Selon mon expérience, rien n'est plus fragile que ces garde-fous, constitués par les contrats de lecture entre auteur et lecteur. C'est une fiction, ce sont des paysans. Pour deux raisons. D'une part, parce que les idées sorcellaires ne sont pas avant tout des affirmations sur l'état du monde ou sur la nature des êtres qui le peuplent. Leur raison d'être aux idées sorcellaires, c'est une stratégie, c'est de soutenir une stratégie pour sortir du malheur répété et incompréhensible. C'est pourquoi j'ai pu parler d'une thérapie sorcellaire. De ce fait, certains récepteurs du récit, pour peu que le besoin s'en fasse sentir dans leur vie, par exemple s'ils souffrent personnellement de malheurs répétés et inexplicables, demandent à bénéficier de cette thérapie. Les uns m'écrivent pour me demander les coordonnées de ma désorceleuse ou d'un autre spécialiste magique que je pourrais leur recommander. Les autres, parmi lesquels d'ailleurs les plus diplômés, des médecins, des chercheurs et même quelques directeurs de recherche au CNRS et même une directrice d'un institut international de recherche, me prient tout bonnement de les désorceler. Ce que je ne fais pas, je le dis tout de suite. Je n'ai pas de clientèle. Conclusion, n'importe quel malheureux, confronté à une incompréhensible répétition des malheurs, quelle que soit sa culture et son niveau d'éducation, peut adhérer au scénarii sorcellaire du bocage. Deuxième raison, les idées du bocage traitent à leur façon particulière, traitent aussi des exigences universelles de la vie en société. J'ai beaucoup aimé un auteur peu connu et mal situé en France, les travaux de François Flahault, F-L-A-H-A-U-L-T, sur les contes, notamment la pensée des contes. Il a montré que ces universaux sont présents dans toutes les sociétés humaines et qu'ils y étaient déjà avant l'introduction de l'écriture. Ils s'incarnent dans des récits dont l'intrigue, les personnages et les motifs sont étonnamment stables, qu'on les rencontre en Bretagne, à Madagascar, en Corée. Considérer évidemment la manière de raconter varie d'une région à l'autre, les noms des personnages varient évidemment puisqu'on change de langue, etc. Mais ce sont les mêmes postes, les mêmes places de personnages. Et ils ont le même genre d'aventure. Considérés dans leur globalité, les contes témoignent du travail nécessaire pour que les clauses du contrat social soient rappelées à tous, adultes et enfants, une génération après l'autre. Il exprime l'idée que la réciprocité, ce que Lévi-Strauss appelle l'échange, est au fondement de la vie sociale, affirmation qui est elle-même au cœur de la pensée sorcellaire, comme nous allons le voir là. En effet, si on réduit la sorcellerie, c'est pas moi qui vous... Non, je suis tellement petite, pourquoi se poser ces questions idiotes? Réduite à son noyau, au petit nombre d'idées indispensables pour qu'on puisse parler de sorcellerie, la pensée sorcellaire oppose certains fondamentaux de l'interaction sociale à leur possible transgression par le sorcier. Évidemment, elle exprime seulement le point de vue des victimes, les ensorcelés et de leurs champions, les désorceleurs, et les sorciers présumés ne parlent jamais.
ils ne sont jamais les énonciateurs sur le terrain non plus. C'est-à-dire, si je vais voir quelqu'un qui est accusé de sorcellerie, d'abord je ne vais pas le voir parce qu'il sait déjà que j'ai vu ceux qui l'accusaient, mais enfin, si je le voyais sans avoir vu quelqu'un d'autre et qu'il a été accusé de sorcellerie, il me dira toujours qu'il n'y croit pas. Et que ce sont des abrutis, des arriérés, etc. Donc, les sorciers présumés, par définition, sont muets sur la sorcellerie. Et en général, l'ensorcelé dans la vie, comme dans mes tableaux, se présente comme un être respectueux des règles de la réciprocité, tandis que son adversaire serait un transgresseur systématique de ces règles de réciprocité. Donc je vous présente ça dans un tableau. On peut lire ce tableau soit horizontalement, soit verticalement. Si on le lit horizontalement, on voit que les ensorcelés se définissent par rapport aux sorciers par des couples de traits antagonistes. L'occupant d'une case quelconque se tient exclusivement sur le trait concerné. L'ensorcelé n'est que bonté, tandis que le sorcier n'est que méchanceté, au dire de l'ensorcelé évidemment. Si on veut parler en termes de logique formelle, il y a un rapport de disjonction entre les cases d'un même niveau, c'est-à-dire c'est deux choix différents. On est dans le registre de ou bien ou bien. Par contre, si on fait une lecture verticale de tous les niveaux, chaque ligne verticale, ensemble vertical de cases définit l'être total de chacun des intéressés. Il est fait de l'addition des cases de la colonne qui sont pour chaque être dans un rapport de conjonction, c'est-à-dire que l'ensorcelé à la fois a une force normale et dans le bien, etc. Par exemple, au niveau 1, on a ou bien la force anormale ou bien la force normale. L'ensorcelé dit qu'il ne dispose que d'une force humaine, qu'il investit sa famille et sa ferme avec des forces humaines, tandis que le sorcier a une force anormale qui s'exprime, elle, sans médiation ni délai. Il veut quelque chose, ça arrive. Niveau 2, c'est le bien ou le mal. On est d'un côté ou on est de l'autre. L'ensorcelé prétend se conformer aux seules exigences du bien au point de tendre l'autre joue, tandis que le sorcier, dit l'ensorcelé, n'aime que le mal et raisonne en cynique. Pourquoi jouerait-il la comédie du bien, puisque sa force anormale lui permet d'obtenir la récompense que visent les gens vertueux, c'est-à-dire le succès. Niveau 3, ou la limitation ou l'illimitation. L'ensorcelé, c'est toujours « monsieur, ça me suffit ». Il se contente de son lot, il inscrit ses désirs dans les bornes du monde commun, où coexistent des êtres ontologiquement semblables, et dotés chacun d'une force limitée dont l'origine est identifiable. Il a telle richesse, il a telle force musculaire, il a tant de bétail, etc. Au contraire, le sorcier, on le décrit comme jamais comblé, comme doté d'une avidité infinie pour les biens d'autrui, même s'il n'en a aucun besoin. On dit qu'il vit dans un monde où il n'y a pas de place pour deux, le monde de la complétude sans borne. Et à cet effet, il se branche sur la force anormale qui est elle-même sans limite, qui n'a pas d'origine ni de fin. Niveau 4, ou bien le visible ou bien l'invisible. Les biens, la force et l'activité de l'ensorcelé sont étalés au grand jour, il n'a rien à craindre, ces bêtes dorment dehors, tandis que les maléfices du sorcier sont invisibles, comme l'est sa force anormale. On ne la repère que par les effets terminaux qu'elle produit, c'est-à-dire ma vache est parie, c'est qu'il est passé hier, cette nuit, ou quand je dormais. Pourtant, elle transite par les canaux de la communication ordinaire, le plus souvent le regard, la parole et le toucher. Niveau 5, l'un a tout pâtir, c'est-à-dire il n'est que souffrir, et l'autre est tout agir. L'ensorcelé ne sait que pâtir, il se comporte comme une proie, se bornant à déplorer les dégâts produits dans son domaine par la force anormale du sorcier.
alors que le sorcier se présente, selon l'ensorcelé évidemment, comme un prédateur activiste, toujours avide des biens, de la santé et de la vie d'autrui. Il serait le maître du mal, de la vie, de l'action, une espèce de Satan, s'il n'était lui-même assujetti par sa force, qu'il astreint à ne jamais cesser de faire du mal. La lecture verticale des colonnes, l'une après l'autre, indique l'enchaînement des différentes options sur un seul des partenaires. En gros, ça dit tout humain qui veut et qui fait le bien, dont les désirs s'inscrivent dans un monde à partager avec d'autres, risque d'être réduit à la passivité et à la faiblesse, car il existe dans son voisinage des humains en apparence semblables à lui, mais dotés d'une avidité infinie et de pouvoirs incomparablement supérieurs. En termes plus généraux, on ne peut pas être à la fois bon et fort, c'est-à-dire le désorceleur va leur apprendre à être un peu moins bon et un peu fort. On ne peut pas être bon et actif, bon et prospère, bon et à terme vivant, dès lors qu'existe une force anormale à laquelle certains seulement ont accès. L'action humaine se réduit alors à une alternative entre mourir et tuer. Alors, quand on a cette série de disjonctions présentes à l'esprit, on comprend le changement de situation qu'introduit le désorceleur. Puisque le désorceleur, lui, il conjoint le bien et la force anormale, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans les deux colonnes. Il opère un croisement entre les manques de l'un, l'absence de force anormale pour l'ensorcelé, et les manques de l'autre, l'absence de bien pour le sorcier. Du coup, contrairement à l'ensorcelé, le désorceleur est bon mais pas trop. Il est en tout cas assez mauvais pour pouvoir taper sur le sorcier. Il n'est pas réduit à une posture passive. Les autres aptitudes dont il est pourvu, l'illimitation et l'invisibilité, comme le sorcier, lui permettent de combattre le sorcier sur son propre terrain. Enfin, le désorceleur, pas plus que le sorcier, n'est le maître de la force anormale. Ce ne sont pas des satans, ni l'un ni l'autre. Tous les deux disposent, par exemple, du sorcier, on dit, le bon Dieu n'en veut pas et le diable non plus. C'est-à-dire, il ne mourra jamais. C'est pas qu'il est immortel, enfin, il est immortel exactement. C'est-à-dire, personne ne veut de lui après la mort, et donc on est obligé de le supporter. Les désorceleurs, ils peuvent dire, je suis malade. Ça ne fait pas tomber leur réputation. Donc tous les deux disposent d'une certaine quantité de force, c'est ce qui va leur permettre de se mesurer sans qu'on puisse prévoir d'avance qui sera le vainqueur. Donc je vous dis ça dans des termes très abstraits parce qu'on n'a pas le temps d'en lire plus, mais c'est en s'appuyant sur son hybridité que le désorceleur va croiser le bien et la force anormale chez l'ensorcelé. Il va l'amener à se compromettre un peu avec du mal, avec un peu de mal pour le brancher sur la force, pour le faire sortir de la passivité et renouer avec la vitalité. Je montre dans Désorceler le travail d'une désorceleuse, Madame Flora, et je montre la manière dont elle explore de façon très détaillée les 1000 situations auxquelles son client est confronté pendant les mois que dure son désorcellement, et la façon tellement habile par laquelle, en produisant une figure de carte particulière, dans laquelle elle croise l'épouse ensorcelée avec le mari sorcier, elle commence à les compromettre, à compromettre les bons avec les mauvais. Et ça passe, d'ailleurs ça passe parce qu'il y a tout son verbe extraordinaire pendant qu'elle tire les cartes, et tout ce qu'elle dit à l'épouse d'elle-même, de sa force, etc., comme elle charge de force l'épouse ensorcelée, et ça produit de l'effet. Alors bien sûr, ces idées sur le malheur et le désorcellement sont particulières à un territoire, le Bocage de l'Ouest, et à une situation, une activité professionnelle familiale centrée sur le vivant. Mais beaucoup de ceux qui m'ont écrit après la sortie de mes livres y ont reconnu leur propre situation, celle de victimes de malheurs répétés et incompréhensibles,
ils ont très bien compris que malgré telle bizarrerie locale, dans lesquelles ils n'entraient pas nécessairement, la pensée sorcellaire formule certains universaux de la vie en société, et ils me demandaient de prélever dans mon expérience d'ethnologue le programme d'action dont ils avaient besoin pour se rétablir. Quelle que soit leur tradition culturelle, les victimes de malheurs répétés et incompréhensibles peuvent donc adhérer à certains éléments au moins de la sorcellerie bocaine. Des gens qui ont la mort aux trousses n'ont pas les moyens de faire des chichis avec les différences culturelles. Ils cessent de considérer les paysans ensorcelés comme des sauvages et ils n'ont aucun mal à se reconnaître dans les représentations sorcellaires. Ils écrivent ils me reprennent des passages très nombreux de Lémo, la mort, l'essor ou Corps pour corps en me disant comment ça raconte leur propre histoire. Le fait que le noyau de cette pensée ne sépare pas la morale et l'ontologie ni la psychologie, c'est-à-dire qu'elles met tout ensemble, de la morale, de l'ontologie, de la psychologie, suscite en eux l'espoir fou d'une reconstruction de soi et du monde qui puisse faire échec à la répétition dont ils se sentent victimes. De là, ils sautent sans transition à ce qui leur importe le plus, l'effet du désorcellement, la sortie des malheurs. Ils comprennent ou pas ce que le désorcellement fait, c'est de les obliger, les contraindre sans qu'ils s'en aperçoivent, à fonder, à puiser dans le fond d'illimitation, c'est-à-dire aussi le fond de haine et d'agressivité, source de la force que chacun d'entre nous possède en soi. Ils comprennent très bien qu'il se passe quelque chose comme ça dans le désorcellement, mais ils ne savent pas comment s'y prendre, et ils me demandent de le leur faire, comme ça ils n'auront pas à le savoir. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils ne veulent pas savoir parce qu'ils veulent conserver les avantages de la moralité et de la civilité, et c'est ce que le désorcellement bocain les dispense de savoir, car Madame Flora ne dit jamais aux gens, quand ils commencent à devenir assez agressifs pour se défendre, soyez des salauds. C'est bon d'être des salauds, c'est bien d'être des salauds. Elle dit non, vous vous défendez, vous êtes dans la légitime défense. Vous le faites parce que c'est votre droit. Alors, d'une façon plus générale, je pense que la sorcellerie bocaine institue d'un même mouvement un soupçon fondamental sur la fragilité du contrat social et en même temps une méthode pour le consolider par cette activité perpétuelle qu'est le désorcellement, qui reconstruit soit le groupe, les familles, etc. Réalité d'ailleurs précaire. Un désorcellement, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, ou ça peut marcher un temps et puis ça marche plus. Mais l'ordre social aussi, ça marche un temps et puis ça marche plus. Le bocage a suscité une culture qui nourrit un espoir modeste quant à la solidité du social et qui l'appuie sur une ontologie minimale. C'est-à-dire, au lieu de ces mondes enchantés que nous racontent les anthropologues, avec leurs pensées luxuriantes et leur forêt de symboles, comme dit Turner, la sorcellerie bocaine suscite avec 4 bouts de ficelle une réflexion fondamentale sur la disjonction entre la force et le bien ou la vie, problème qui ne concerne pas seulement les sociétés du bocage. Voilà, je voulais vous montrer ça. Cette pensée qui a l'air tellement incrédible, tellement impossible, en fait elle contient, comme toutes les pensées, des secrets essentiels de la vie en société. Voilà.